C'est parti pour un nouveau numéro de TechMag. Bonjour à toutes et à tous. On va tout de suite ouvrir la rubrique Actualité pour parler du Skill Africa programme qui va permettre de former 150 ingénieurs africains. Lancé par Tata Communications et l'Alliance Smart Africa, ce programme veut contribuer à combler un déficit de compétences qui existe sur le continent dans le domaine des technologies émergentes. Images et commentaires. Tata Communication Transformation Service (TCTS) a annoncé récemment le lancement du programme Skill Africa en association avec l'Alliance Smart Africa. Ce programme novateur, qui répond à une pénurie de compétences dans le secteur des TIC, contribuera à baliser l'avenir des télécoms et des infrastructures tech sur le continent. Le Skill Africa programme permettra à quelques 150 ingénieurs issus du continent de bénéficier d'une formation sur des sujets aussi variés que la cybersécurité, l'Internet des objets, le cloud, le big data, la robotique et les villes connectées. Lors du lancement du programme, le directeur exécutif et PDG de TCTS a indiqué que son entreprise s'attelle à accélérer l'entrée du continent africain dans la 4e révolution industrielle à travers la mise en place des infrastructures tech sur le continent. Il a également fait savoir que pour s'assurer de la pérennité et la croissance des services liés aux technologies de l'information et de la communication, il est impératif de combler le déficit de compétences en Afrique. Pour sa part, le directeur général de Smart Africa a déclaré que le Skill Africa programme n'est pas uniquement une formation fournie à 150 Africains, c'est aussi une chaîne de transmission de connaissances où les 150 professionnels formés pourront à leur tour transmettre leurs compétences à des milliers d'autres personnes à travers l'Afrique. Chacun des 25 pays membres de l'Alliance Smart Africa désignera 6 ingénieurs pour prendre part au programme Skill Africa afin de permettre à 150 ingénieurs africains d'en bénéficier dans un centre de formation TCTS en Inde. Chaque groupe de 30 membres recevra une formation intensive qui commencera en octobre 2019 et s'achèvera avant la prochaine édition de Transform Africa Summit en mai 2020. Si vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux, vous avez probablement vu sur votre fil d'actualité des photos d'amis ou des célébrités ayant l'air d'avoir 20 ans, 30 ans ou 50 ans de plus. Peut-être même que vous aussi avez eu à créer votre portrait du futur. L'application qui permet de réaliser cette petite prouesse se nomme FaceApp et son succès soulève de grandes inquiétudes car il se trouverait que FaceApp exploite vos données à d'autres fins. Nous vous donnons plus de détails. Suivez ceci. Lancée en 2017 par la société russe Wireless Lab, FaceApp est une application qui permet à ses utilisateurs d'appliquer des filtres sur leurs photos. Elle est capable de vous rendre plus vieux sur vos portraits ou encore de changer votre coupe de cheveux et tout cela est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. L'application FaceApp est revenue au goût du jour ces derniers temps et crée la sensation sur Internet au grand bonheur de ses développeurs. Depuis ce regain de notoriété d'origine inconnue, l'application ne cesse de gagner de nouveaux utilisateurs. Avec plus de 100 millions d'usagers, elle trône présentement au sommet des applications gratuites les plus téléchargées sur Play Store, la plateforme de téléchargement d'applications Android. Ce succès, qui est une heureuse nouvelle pour l'éditeur russe, n'a pas vraiment de quoi réjouir les tierces parties car le concept séduisant et amusant de l'application occulte un vrai problème, celui de l'utilisation des données personnelles de l'usager à son insu. En effet, en créant des photomontages avec FaceApp, ses utilisateurs autorisent sans le savoir l'entreprise qui l'a conçue à réutiliser les photos originales à d'autres fins sans leur consentement. L'alerte a été donnée sur Twitter par Justin Renaud, un internaute qui a publié un extrait des conditions d'utilisation de FaceApp dans lequel on a pu lire que tous les utilisateurs cèdent les droits de leurs photos de manière irrévocable à Wireless Lab. Cela a de quoi inquiéter. Pourtant, le PDG de Wireless Lab a assuré dans une interview que son entreprise n'utilisait pas les photos pour d'autres fins. Aussi, il a ajouté que la plupart des photos étaient détruites de ses serveurs 48 heures après leur téléchargement. Il devient ainsi difficile de savoir s'il faut se fier à ces dires ou se référer aux conditions générales d'utilisation de FaceApp. Si vous faites partie de ceux qui ne se sentent pas encore laissés séduire par FaceApp, l'idéal serait pour vous de ne pas télécharger cette application dont vous ignorez la face cachée.
D'après la plateforme de veille VisiBrain, il y a eu un peu plus de 151 000 publications de photomontages générés par FaceApp ces derniers jours sur Instagram. Sur Twitter, on en compte pas moins de 70 000. Il est donc difficile d'être passé à côté du phénomène FaceApp. Seulement, l'utilisation de l'application pose un sérieux problème relatif aux données personnelles. Malgré les nombreux articles parus sur la toile, les internautes n'ont pas eu l'air de comprendre de quoi il s'agit exactement. Et pour en parler, nous recevons Elwin Gomo qui est sur ce plateau. Bonjour Elwin. Bonjour. Alors tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui tourne autour des données personnelles et pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle concrètement? Ok, merci Estime. Je pense qu'il faudrait dire des mots pour faire simple. Une donnée personnelle, détrompez-vous, ce n'est pas votre cahier de journal intime. C'est plutôt toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. Je vais essayer de donner un cas pratique. Par exemple, vous avez l'application Facebook et que vous savez que pour tout utilisateur de Facebook, avant d'utiliser cette plateforme, vous allez créer un compte. Et donc, lors de la création de votre compte Facebook, il y a un certain nombre des informations que vous êtes censé fournir. Il y a par exemple votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou encore votre date de naissance. Vous allez même jusqu'à préciser le sexe et même dire si vous êtes célibataire ou vous êtes marié. Donc c'est l'ensemble de ces informations-là qui constituent ce qu'on appelle des données personnelles ou encore la donnée personnelle s'il s'agit d'une information. Alors en écoutant ça, j'ai envie de poser une autre question, c'est celle de savoir pourquoi la protection des données personnelles est importante. À quoi on s'expose en fait lorsqu'on ne les protège pas en ligne? Oui, lorsqu'on ne protège pas ces données personnelles, justement, vous vous exposez à des risques. Je pense que le premier point à soulever, c'est qu'on donne la liberté justement à des entreprises qui recoltent nos données à pouvoir les commercialiser à d'autres entreprises. Le second, c'est justement le fait que nos informations peuvent tomber entre les mains des arnaqueurs, des gens qui peuvent nous espionner. Et je pense que c'est pourquoi c'est important de protéger des données, mais pour cela, en fait, il faudrait prendre le temps de lire des conditions d'utilisation des sites internet que nous utilisons. Voilà. Vous avez dit que ces données sont souvent commercialisées à des tierces parties, mais c'est à quelle fin? Qu'est-ce que ces entreprises qui achètent gagnent en retour lorsqu'ils reçoivent ces données personnelles? Bien entendu, c'est pour le marketing ciblé. Vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple on sait que vous travaillez à Vox TV et qu'on sait à quel moment vous êtes là et que vous n'êtes pas là, facilement on peut vous proposer des publicités pour pouvoir vous atteindre pour une entreprise qui veut vendre quelque chose à ST. Donc c'est pour des besoins de publicité ciblée. Alors FaceApp n'est pas la seule application qui exploite les données personnelles des utilisateurs. Il y a également Facebook, Twitter. Facebook qui avait même été impliqué dans un scandale qu'on a appelé le Cambridge Analytica. Mais est-ce qu'il existe, je ne sais pas, sous d'autres cieux en Afrique ou je ne sais pas, peut-être même au Congo, des mesures qui peuvent contraindre les développeurs ou les entreprises qui conçoivent ces solutions pour ne pas récolter ces données personnelles-là afin que tout le monde soit à l'abri? Estime, malheureusement au Congo, nous n'avons pas encore de cadre juridique qui essaie un peu de réguler ce secteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, je pense, le ministère des Télécommunications qui a eu à soumettre 4 projets de loi au niveau de l'Assemblée. Et parmi les 4 avant-projets de loi figure bien le projet sur la protection de données. Mais en Europe, comme vous le savez, il y a un règlement général sur la protection des données. Et c'est une loi en fait qui permet à ce que les entreprises puissent répondre à un certain nombre de conditions. Donc parmi ces conditions justement, il y a la portabilité des données, le fait que moi qui utilise votre application, j'ai cette possibilité de récupérer mes données et de pouvoir en faire ce que je veux. Donc je peux surveiller quelle est la quantité de données une application dispose en ce qui concerne mon activité sur Internet. Au-delà de ça, vous avez justement des conditions qui doivent être visibles, c'est-à-dire que moi qui utilise votre solution, je dois avoir une idée sur qu'est-ce que vous faites de mes données après que j'ai mis toutes ces informations-là en ligne. C'est bien d'avoir en fait des lois au niveau national, mais je pense que ce problème doit être traité au niveau continental. Hein, le cas avec l'Union européenne, je pense que si la solution peut être trouvée au niveau continental, la solution sera plus efficace.
Donc ça veut dire qu'on doit rêver ou bien on doit travailler pour produire un RGPD africain, si je comprends bien vos propos. Bien entendu, c'est cela. Mais après, on peut peut-être déplorer un tout petit peu le retard parfois que ces choses prennent dans l'adoption des lois, puisque vous le savez aussi bien que le domaine numérique, c'est un secteur qui évolue à la vitesse de l'éclair. D'accord, on va rester un peu dans le concret. Aujourd'hui, il n'y a pas de RGPD africain. Alors, comment on peut faire en Afrique pour protéger ces données en fait? Comment moi, internaute, je fais pour protéger mes données, sachant qu'il n'y a aucun règlement? Vous savez, même si ça existait, le risque zéro n'existe pas en réalité. Donc, je pense que la bonne attitude serait de travailler une hygiène numérique. C'est indispensable d'avoir une présence en ligne. Maintenant, une fois que vous êtes en ligne, il faudrait savoir comment gérer sa présence. Okay? Donc, je pense que la bonne décision serait de voir qu'est-ce qu'on y fait. Et si on pense que ce qu'on fait est dangereux, ça ne sert pas de le faire. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites lorsque vous utilisez Internet pour développer justement des bons mécanismes lorsque vous y lancez en fait. Merci beaucoup en tout cas pour voilà, cet éclairage. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent désormais mieux ce que c'est que les données personnelles. Alors ne nous quittez pas, TechMac se poursuit juste après ceci. Bienvenue dans la rubrique découverte dans laquelle nous allons partager avec vous des informations croustillantes. Commençons avec l'application de la semaine qui est une solution made in Congo créée pour contribuer à la lutte contre le paludisme. Nommée EduPalu, cette application a été conçue par un groupe de développeurs congolais, membres de la plateforme Fongwama, dirigée par Prince Yulu. EduPalu est un portail qui met à la disposition des utilisateurs de précieuses informations pour comprendre le paludisme. L'application renseigne aussi sur les méthodes permettant de se protéger et indique comment se soigner une fois que l'on est atteint de la malaria. Grâce à EduPalu, l'on peut également géolocaliser les pharmacies proches pour un éventuel achat de médicaments. L'application est disponible sur le web et sous forme de logiciels Windows et Mac. Il y a également une version pour les équipements Android. Parlons de gaming à présent, l'entreprise américaine EA Sports a révélé le gameplay de FIFA 2020 dans une vidéo postée sur YouTube. Au programme du nouveau FIFA, des duels révisités, une nouvelle physique de balle et des ajouts de gestes techniques. Les formats de penalty et coups francs ont également évolué. Le jeu FIFA 2020 est prévu pour le 27 septembre sur PC, PS4, Xbox et Nintendo Switch. L'on retrouvera le footballeur Eden Hazard sur la jaquette de l'édition standard du jeu. Découverte, c'est terminé. Nous vous reviendrons très vite avec plus d'infos. De retour dans le studio de Vox TV et j'ai le plaisir de recevoir Restra Poitier, directeur de publication et aussi le fondateur de Congo Digital, un média en ligne qui est focalisé sur le numérique, qui a dressé un listing des startups les plus prometteuses. Bonjour Restra. Bonjour Esquim. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en avant les startups? Déjà, ça fait partie de notre ligne éditoriale, étant un magazine d'éthique. Donc, on veut toujours mettre en avant les startups et nous voyons en fait aussi l'importance de ces startups dans le pays, premièrement, et avec les solutions qu'ils apportent pour pouvoir donc améliorer la vie des Congolais. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a vu réellement l'importance de pouvoir mettre ces startups en avant. Et toutes ces startups sont dans le secteur du numérique ou bien il y a d'autres secteurs qui sont mentionnés? Toutes ces startups, ce sont des startups qui évoluent dans le volet numérique. Startup prometteuse, ça a l'air très intéressant. Peut-on savoir sur quelle base ou quels ont été les critères qui ont permis de dresser cette liste? Nous nous sommes basés déjà du recensement d'abord qu'on a eu à faire sur la toile. Donc ce recensement nous a permis d'avoir une bonne base de données et après mettre donc à travers les experts que nous avons aussi. Donc ces experts, on peut donc voir le côté innovation de ces startups. Alors à vous entendre, on se rend bien compte qu'il y a de belles découvertes à faire en parcourant Congo Digital. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer ce magazine? Pour trouver le magazine, c'est très simple. Tapez www.congodigital.net.
En ce moment, vous aurez le portail et vous pouvez télécharger le magazine facilement. Merci, et je profite aussi de cette belle passe pour informer les téléspectateurs que dans ce numéro de Congo Digital, il est également fait mention de la conférence Bantu Hub dédiée aux technologies financières, autrement appelée FinTech. Toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur ce secteur qui est très porteur d'espoir peuvent se rendre au Radisson Blu le 8 août prochain pour pouvoir participer à cette conférence ouverte au public. C'est aussi par cette phrase que je vais marquer la fin de ce numéro de TechMag. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement.